Et notre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Député LFI de la Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Éric Coquerel, vous étiez donc hier à Bercy lors de la réunion avec les ministres de l'économie, des armées, les investisseurs, les entreprises de défense. Les ministres qui ont donc annoncé que la Banque publique d'investissement allait lancer un nouveau fonds. Ils veulent mobiliser l'épargne volontaire des Français, les Français qui pourront mettre 500 € minimum pour contribuer à l'effort de défense. Est-ce que c'est la bonne méthode pour vous? Déjà, il faut s'interroger si c'est nécessaire, peut-être, avant tout. Hier, Sébastien Lecornu, dans son intervention, a bien voulu me citer, parce que j'étais dans la salle, pour dire qu'il y a au moins une chose que nous partagions, qui était le fait que la France ne dépende plus de personne. Après le fait nouveau, qui est le positionnement de M. Trump, qui fait que c'est quand même difficile de se dire qu'on est totalement allié avec les États-Unis par rapport à d'autres adversaires potentiels. Ce en quoi je suis d'accord. Mais après, c'est dans quel objectif ? Il faut partir de là. Moi, je pense que si l'objectif, c'est défendre le territoire français, nous, on sera à rendez-vous pour savoir quelles sont les armes nécessaires, comment on peut sortir, parce que c'est encore trop important des États-Unis et de la manière dont aujourd'hui nous sommes dépendants d'eux au niveau militaire. Mais si c'est pour créer un espèce de nouveau bloc économico-politique qui se fixe comme adversaire, comme l'a fait M. Lecornu hier, la Russie, Téhéran, la Corée du Nord, et comme le dit le livre blanc européen, et donc de s'armer en conséquence en prévision d'une guerre froide, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ça soit ça qu'il faut que nous fassions. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes, et à partir de là, les chiffres mis sur la table ne sont pas les mêmes. Tout le problème commence là, de ce point de vue-là. Donc déjà, je vous le dis, je pense qu'aujourd'hui, la question, à mon avis, de l'urgence pour la France, c'est plutôt de savoir remédier à la crise du logement social, c'est plutôt la crise écologique, c'est plutôt notre système social, parce plutôt que vous considérez surarmer qu'aujourd'hui la Russie n'est pas une menace pour la France, comme le dit le chef de l'État? Je pense que la Russie n'est pas une menace pour le territoire français. La Russie est manifestement une menace pour les Ukrainiens, et on a raison de soutenir les Ukrainiens. Pas pour le reste de l'Europe et pas pour la France. Pas plus, par exemple, aujourd'hui, que M. Trump, qui nous mène une guerre internationale, qui vient de refouler un scientifique français des États-Unis parce que sur Internet, celui-ci critiquait son obscurantisme et qui menace d'envahir, ou en tout cas d'annexer le Groenland. Pour nos intérêts français, je parle. Hein, je ne dis pas que... Je pense qu'on a tout de suite, nous, condamné et qu'on continue à condamner l'agression de l'Ukraine. Nous disons même que, d'ailleurs, s'il y a accord de paix, ça ne peut se faire, j'allais dire, en annexant les territoires ukrainiens par la force, comme ça a été fait, et puis on passe à autre chose. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Mais sur nos intérêts propres, non, je ne pense pas que demain, la Russie menace Berlin et Paris, comme je l'ai entendu dire. Et à partir de là, je crois qu'il faut que nous présentions autre chose que cette espèce de montée. Moi, ça me rappelle... Je pense que des gens disent on est avant 39, je pense qu'on est surtout avant 14. C'est-à-dire cette espèce de montée vers la guerre, de bloc économique impérialiste, qui en plus ont l'intérêt de faire marcher l'industrie militaire pour relancer l'économie. C'est aussi un des objectifs de cette affaire. Je pense que la France doit dégager de ça, doit avoir une politique non alignée, indépendantiste, et qui cherche des alliés en faveur de la paix, d'une politique écologique, parce que c'est ça l'urgence. Voilà. Et donc hier, ce n'était pas ça. Donc les objectifs, pour vous répondre, je ne suis pas d'accord. Et en plus de ça, j'observe une chose, c'est que pour l'instant, il y a les mots, les déclarations, mais dans les chiffres avancés, pour l'instant, on est très loin même des objectifs financiers que se donne Sébastien Lecornu. On va en parler, mais juste une précision. Il n'y a pas que la France, en fait. Il n'y a pas que le chef de l'État qui dit que la Russie est une menace existentielle pour l'Europe. Plusieurs de nos voisins, les Allemands, le Royaume-Uni, les Polonais, l'Estonie, le Danemark, disent que Vladimir Poutine s'en prendra à terme à un ou plusieurs pays de l'Union européenne. Il donne même une date, 2030. Alors, est-ce que tout le monde dramatise, tout le monde se fait des films, ou il y a un vrai problème avec la Russie ? Le problème avec la Russie, on le connaît, c'est des objectifs de guerre. C'est que M. Poutine veut récupérer des territoires qu'il estime russes. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est ça l'objectif. Mais pourquoi, selon vous, il s'arrêterait à l'Ukraine ? Mais parce que... Alors, parce qu'il n'y a rien qui indique, excusez-moi, mais il y a l'histoire longue. À quel moment, vous pouvez me dire à quel moment dans l'histoire longue, la Russie, par exemple, s'en est pris à l'Europe occidentale? Moi, j'aimerais, c'est important de se dire ça. Bon, la Russie a considéré toujours que ses intérêts vitaux étaient, par exemple, les pays baltes. Bien.
Et donc, très clairement, il y a une volonté des Russes d'annexer une partie et de, on va dire, faire en sorte que, et ce qui devait d'ailleurs être, qui était dans les accords implicites après la Chine, faire en sorte que les pays baltes ne soient pas dans le camp adversaire. Vous démarrez où et vous arrêtez où l'histoire longue 39, le pacte germano-soviétique, je veux dire, les Russes ont envahi la Pologne, ils se sont pris à la Finlande. Le pacte germano-soviétique. Il y a eu toute la période d'occupation des pays de l'Europe centrale qui était terminé. Le pacte germano-soviétique, la Russie, l'objectif de la Russie était de s'en prendre à la France, ou l'objectif de la Russie à l'époque, vous parlez de l'Europe. La Russie, ou le pacte, où la Russie à l'époque estimait que la Russie, dans l'époque, estimait qu'elle n'était pas prête pour un affrontement avec l'Allemagne et qu'elle se retrouvait dans une situation de faire un pacte avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est pas ça le problème. Enfin, il me semble que 39-40, c'est pas le pacte germano-soviétique qui illustre la position russe, c'est plutôt Stalingrad et c'est plutôt le fait que grâce à l'armée soviétique, grâce aux soviétiques, on a pu se libérer du joug nazi. Excusez-moi si on prend cette comparaison. Ça, c'est notre point de vue de français. Les Polonais ne seront pas forcément d'accord avec ça. Enfin, c'est intéressant que vous soyez en train de nous poser la question. Ce qui marque la Russie dans la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord le pacte germano-soviétique et non pas le fait qu'il y ait eu 20 millions de morts russes pour non, mais c'est pas ça que je conteste. Je suis d'accord avec vous. Mais enfin, la guerre a commencé avec la Pologne et les Russes sont rentrés en Pologne. Donc la Pologne était un allié des nazis. Voilà ce qui marque la Russie était un allié des nazis. Voilà ce qui marque la Russie dans les Seconde Guerre mondiale. Mais juste, Éric Coquerel, ça veut dire qu'on doit raisonner en français et pas en européen. Discuter sur ce genre de base, là, je crains qu'on ait besoin d'un peu plus de l'émission. Pour vous, on raisonne en français et pas en européen. Je condamne ce que fait la Russie par rapport au droit international. C'est d'envahir un voisin. J'observe juste que la France serait bien inspirée de ce point de vue-là, pas de géométrie variable, et de protester de la même manière, de manière aussi forte, quand par exemple en ce moment Israël propose hier par son ministre de la Défense de recontrôler entièrement Gaza pour exiler tous les Palestiniens de Gaza. Bien, je pense que là il y a deux poids, deux mesures, mais je reviens à la Russie. Je pense que la Russie est une menace vis-à-vis de l'Ukraine, que quelque part nous ne devons pas le faire. Est-ce que pour autant nous devons considérer qu'à partir du moment où la Russie fait ça, c'est devenu, j'allais dire, un adversaire, je ne sais plus quel a été, existentiel qui menacerait l'Europe occidentale? Ma réponse est non, je ne le pense pas. Et je pense que dès lors, il faut, j'allais dire, avoir une réaction proportionnée qui évite aussi, parce que je vous le rappelle, que deux puissances nucléaires, à un moment donné, s'affrontent, parce que je ne pense pas que ça fera le bonheur des Ukrainiens sur le sol duquel se passerait une telle guerre au départ, ni le bonheur des Français. Donc voilà mon positionnement. Et je crois que dans la situation que nous avons, où nous avons et Poutine et Trump, qui, quelque part, bafouent aujourd'hui le droit international, de la même manière, bon, eh bien la France doit présenter une autre voie, celle du côté du droit international, du côté de ce qui est à mon avis l'urgence, c'est-à-dire la question de la guerre climatique, parce que ça, on n'en parle pas, mais je vous fais remarquer qu'hier, j'étais une grande réunion de base industrielle technologique de défense, qui est très bien. Hein, l'idée est de faire en sorte que l'économie soit tournée vers à nouveau l'économie de guerre, c'est à nouveau le terme utilisé. Je n'ai jamais vu de base industrielle et technologique sur le climat depuis 2017, voilà, alors qu'il me semble que l'urgence aujourd'hui mondiale, c'est peut-être de faire face à ça et que la France serait bien inspirée de prendre la tête des pays, justement, qui se donnent cette priorité. Donc il n'y a pas nécessité d'augmenter la trajectoire de la loi de programmation militaire. Alors, vous remarquez, d'abord, de toute façon, ils ne le font pas, parce que je vous annonce hier que les annonces qui ont été faites, c'est de l'augmenter de 2,6 milliards seulement d'ici 2030, de passer en gros à 70 milliards. Vous voyez bien qu'on est loin des 100 milliards annoncés par Sébastien Lecornu. Donc d'un côté, il y a les mots. Ce qu'ils font, c'est un investissement décidé pour l'instant de 1,7 milliard pour faire fonctionner l'industrie militaire, parce que je pense que c'est aussi une manière, les Américains l'ont fait, c'est une manière aussi pour le capitalisme aujourd'hui de retrouver des marges de production, de profit, etc. Bon, le seul problème, c'est que quand vous produisez des armes, à un moment donné, vous devez vous en servir, d'où le danger que ça procure. Bien, c'est ça qui a été décidé hier. La loi de programmation eux-mêmes ne la change pas. Et si on doit la changer, moi, je veux savoir pour quel objectif. Encore une fois, tout ce qui permet à la France d'être indépendant pour défendre son territoire métropolitain, mais aussi ses territoires partout dans le monde, oui. Tout ce qui fait que la France rentre dans cette espèce de course en avant, d'affrontement entre des blocs économiques politique au nom de je ne sais quelle valeur, d'ailleurs, parce que je vous fais remarquer qu'on nous parle d'économie de la défense, mais est-ce qu'on a les mêmes valeurs que l'Italie de Mme Meloni, que l'Hongrie de M. Orban, qui d'ailleurs n'ont pas les mêmes positionnements par rapport à M. Trump que nous, j'en doute. Là, je pense que, je crois que non, et qu'à minimum, ça devrait faire au moins partie d'un grand débat démocratique devant le Parlement. Que vous demandez ?
dans les prochains jours? Bien sûr, oui. Vous appelez le gouvernement à faire une J'appelle à ce que le gouvernement ne passe pas au-dessus du Parlement. On ne peut pas juste se contenter à certains moments de débats sans vote sur la politique. Donc un débat avec vote. Oui. Bien sûr qu'il faut ça par rapport à ce qui pourrait être décidé après les discussions européennes, dont je doute qu'elles... Du coup, avec un vote sur quoi? Vous souhaitez pouvoir voter si sur jamais quoi? on doit, par exemple, Monsieur Macron parle d'envoyer des troupes françaises. Bon, nous, on l'a dit et redit. Nous, on pense que s'il doit y avoir des troupes, même y compris françaises, c'est sous l'égide de l'ONU, dans le cadre d'un accord international reconnu par tout le monde, et pour la paix, etc. Bon, là, il n'y a pas de problème. Si c'est pour aller au nom d'un bloc économique présenté en adversaire de la Russie en Ukraine, je pense que là, on est dans tous les dangers, y compris de confrontation d'une guerre qui, de fil en aiguille, pourrait devenir planétaire. Donc là, si par exemple, ils décidaient ça, je pense que ça ne sera pas le cas, parce que les Européens ne sont pas tous d'accord là-dessus. Bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait un débat, bien sûr. Et avec vote. Les troupes au sol, ce serait dans le cadre d'un accord de paix négocié entre la Russie et l'Ukraine. Et dans ces cas-là, il faut que ça soit sous l'égide de l'ONU. Voilà. Juste une question. En fait, Éric Lombard a dit hier qu'on peut trouver l'argent nécessaire pour financer la défense, l'effort de défense en France, sans prendre sur les finances du modèle social ou de la transition écologique. Est-ce que ça vous paraît possible s'il faut le faire sans toucher aux impôts, comme l'avait dit le président de la République le 5 mars? Donc c'est l'équation. D'ailleurs, j'ai trouvé Éric Lombard hier très, très habile, mais je n'ai pas suivi. En gros, ce qu'il nous a dit, c'est considérer que finalement, il a presque expliqué que l'investissement en matière militaire était un investissement écologique. Il n'a pas osé aller jusqu'à là. On n'était pas loin. On défendait, etc. Moi, je rappelle quelque chose quand même, juste un petit chiffre pour vous donner une idée. Les 3 années de guerre en Ukraine ont rejeté l'équivalent CO2 des émissions annuelles de 120 millions de voitures. Voilà. Et si, par exemple, on remplaçait les États-Unis en Ukraine en termes d'armement, ce qu'on est incapable de faire par ailleurs, là on discute de choses. D'ailleurs, hier Sébastien Lecornu l'a reconnu. Il a dit que aujourd'hui en l'état, c'était une situation que nous ne pouvions pas faire du fait des retards de la France depuis quelques années à avoir même abandonné sa souveraineté. Il a notamment cité l'exemple de Poudre, etc. Mais je note qu'il serait bien inspiré de sauver l'entreprise Vercotex, c'est ça, je crois que je prononce bien, qui produit des choses absolument indispensables pour l'industrie militaire, ce qui n'est pas fait. Enfin, 1 million d'obus, par exemple, d'artillerie de 155 mm, c'est 45 000 tonnes de déchets métalliques et toxiques. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que l'industrie d'armement, c'est quelque chose qui irait dans le sens de l'environnement et du climat. Bien évidemment non. Et ce qu'on mettra comme argent là-dedans, on ne le mettra pas ailleurs. D'ailleurs, la preuve, c'est que je vous fais remarquer qu'au nom, cette fois-ci, des déficits, même pas de l'industrie de l'armement, mais au nom des déficits, l'année dernière, on a baissé de 1,5 milliard le budget de l'environnement. On est en train de reculer par rapport à nos objectifs. Donc je pense que tout ça est mal. Donc du coup, juste, il n'y aura pas de budget de loi de finances rectificative? Ah, j'en sais rien. Ils vous ont rien dit? Mais je ne suis pas sûr de ça, parce que même si on met en question de côté l'industrie, cette histoire d'économie de guerre, je remarque qu'hier, le gouvernement a annoncé 9 milliards de gel budgétaire, parce que, comme vous le savez, la croissance n'est pas à la hauteur où vous nous l'avez expliqué. Donc là, c'est devenu maintenant une habitude. Un gouvernement fait adopter un budget, puis un mois après, il le rectifie à coups de milliards. Bon, ce qui montre aussi la sincérité des chiffres avancés, mais c'est autre chose. Bon, 9 milliards de gel. S'ils veulent aller un peu plus loin, il va falloir qu'ils fassent un projet de loi de finances rectificative, donc je ne sais pas si on en aura ou pas. Je sais que pour l'instant, ils espèrent l'éviter, tout simplement parce qu'il leur faudrait un 49.3, motion de censure, et que, vous savez comme moi, qu'ils n'ont pas de majorité, donc je pense que c'est la raison pour laquelle ils veulent l'éviter. Justement, en parlant de motion de censure, François Bayrou a fermé la porte à un retour à la retraite à 62 ans. Est-ce que vous préparez à la France insoumise une motion de censure? Oui, mais on ne peut pas la faire seule, parce que vous savez que quand on fait un 49.2, il faut... Vous n'avez pas plusieurs cartouches comme ça dans la ligne. Donc on est en train de tester nos partenaires, notamment communistes, pardon, je parlais d'économie, communistes et écologistes, pour voir s'ils seraient disposés. Pour l'instant, les discussions n'ont pas abouti. Voilà, on essaie de le faire. Parce qu'ils sont réticents à une motion de censure spontanée? Une motion de censure, ils ne sont pas réticents. Vous ne testez pas vos partenaires socialistes sur le sujet? Pour l'instant, on va essayer d'être autonome sans eux, parce que j'ai quand même remarqué qu'ils ont accepté cette idée de conclave avec M. Bayrou pour surtout ne pas voter la censure. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient changé d'avis par rapport à ça. J'ai cru comprendre que M. Hollande, il y a peu, dans un interview, expliquait qu'il fallait laisser M. Macron présider et sa majorité gouverner jusqu'en 2027 pour la stabilité. Donc
au moins que je pense qu'il vaut mieux être autonome. Après, s'il est... Olivier Faure dit que si les promesses sont trahies et que le conclave ne va pas au bout, il y aura censure. Les socialistes la votent. Donc j'espère qu'à ce moment-là, ils se rendront compte que tout ça a été une arnaque. Dont ils ont été à la fois, j'allais dire les victimes, mais aussi à la fois les co-responsables, parce qu'ils ont quand même imaginé ça avec M. Bayrou, pour éviter la censure, et qui reviendront à la raison. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le conclave se révèle une arnaque. Il n'a jamais été question d'abroger la réforme Borne, et la seule chose qui pourrait arriver, c'est quelque chose de pire que la réforme Borne, au nom justement de l'économie de guerre, c'est-à-dire tous les Français devraient payer, sauf les plus riches, pour l'économie de guerre. Alors juste pour préciser, que vous disent les écologistes et les communistes? Pour l'instant, les discussions n'ont pas abouti. Mais elles ne sont pas non plus... Mais pour quel motif? C'est plutôt, de ce que je comprends, c'est plutôt l'incertitude des uns et des autres si cette motion de censure peut passer maintenant ou pas. Voilà, la discussion est là. Parce que vous aurez aussi besoin des voix du Rassemblement national. Oui, oui, bien sûr, on a besoin de tous les opposants, puisque si tous les opposants ne votent pas, une motion de censure ne peut pas être majoritaire, de facto. Mais vous me permettrez de penser que ce qui nous préoccupe d'abord, c'est qu'est-ce que feraient les groupes de gauche, et notamment ceux qui ont voté la censure avec nous. Donc elle ne sera pas déposée dans l'immédiat. Les discussions continuent. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Les discussions commencent. Stéphane. Quel regard est-ce que vous portez sur le bras de fer en cours entre la France et l'Algérie? Jusqu'où ira l'escalade et à qui sert-elle? Je pense que tout ça s'inscrit dans un calendrier électoral qui est celui notamment de M. Retailleau vis-à-vis de 2027, où il pense qu'il est de bonne aloi de cibler l'Algérie, tout comme il cible les Français de papier, donc une espèce de discours ambiant assez nauséeux et sur fond raciste, et qu'il construit ça là-dessus. Et que tout est prétexte, du coup, à durcir. C'est une faute historique. C'est une faute historique. Une faute historique. Bien évidemment. Alors, notamment dans un moment où on nous dit en tension par rapport à la Russie et autres, on va s'inventer une tension de l'autre côté de la Méditerranée avec des pays dont notre histoire commune, même si évidemment elle n'est pas du même côté du Manche, font que nous devrions chercher des rapports privilégiés sans cesse avec les pays du Maghreb, et notamment avec l'Algérie, pour plein de raisons. Parce que nous partageons une mer en commun, nous partageons une histoire en commun, nous partageons des intérêts économiques en commun extrêmement importants, et nous avons des enfants des deux côtés qui sont aussi en commun, puisqu'il y a au moins 3 millions de Français qui ont des filiations avec les Algériens. Donc arrêtons de trouver tous les prétextes possibles pour, j'allais dire, durcir les relations. Et je vais vous donner un seul exemple. Tout le monde savait qu'à partir du moment où on mettait une liste à Alger de personnes à recueillir de manière obligatoire, à récupérer de manière obligatoire, tout le monde savait que ça ne pourrait pas se passer comme ça, parce que ça ne passe pas comme ça avec Alger, pour les raisons que j'ai dites. Et qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Il faut faire ce qu'on a fait pendant des années. Ça passait par d'une part par les préfectures, ça c'est l'accord, comme avec les autres pays du Maghreb. Vous savez qu'il n'y a pas plus de laissez-passer consulaires au Maroc, en Tunisie, au Mali, qu'en Algérie. Donc cette histoire de gonfler comme si l'Algérie se singularisait cette question, c'est vraiment un prétexte. Et puis d'un autre côté, reprendre des négociations, reprendre des voies diplomatiques. Et là-dessus, c'est plutôt le Quai d'Orsay que le ministère de l'Intérieur, ça fleure bon quand même le néocolonialisme, qui doit s'occuper de nos relations avec l'Algérie. Voilà comment il faut faire. Bon, on a une tension avec l'Algérie. Elle a commencé cet été, vous le savez. Moi, je ne me prononce pas du tout sur la question du Sahara occidental. Je pense que la France n'a pas à se prononcer là-dessus. Ce n'est pas une ancienne puissance coloniale de dire ce qui doit être. Voilà. Donc ce que je dis ne vaut pas appui de la position. Donc il ne fallait pas reconnaître la marocanité du Sahara occidental. À partir du moment où M. Macron a pris la décision de dire que le Sahara occidental était marocain, ça allait tendre avec Alger. On le savait. Bon, et depuis, on n'a fait que continuer. Donc je dis qu'il faut faire en sorte... Il y a des problèmes, mais les problèmes se règlent par voie diplomatique. Ils ne se règlent pas pour je ne sais quel agenda de congrès ou électoral de M. Retailleau. Justement, là-dessus, il y a un débat sur la Boualem Sansal. Boualem Sansal, il y a un tribunal algérien hier qui a requis 10 ans de prison contre Boualem Sansal pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de ces réquisitions? Il faut demander la libération de Boualem Sansal. Mais là aussi, vous le savez très bien, c'est que plus, quelque part, en réalité, on utilise... Cette histoire aussi, il y a quelque chose d'indécent, parce que là aussi, la France sait très bien que plus elle monte en tour par rapport à cette question, plus elle complique la situation de Boualem Sansal. Voilà.
Donc, je veux dire, je pense que ceux qui le font n'en ont cure de la situation de Boualem-Sansal. Ils l'utilisent comme prétexte pour durcir les relations avec Alger. Alors vous avez vu que le comité de soutien de Boualem-Sansal s'est indigné des propos de votre collègue député LFI, David Guiraud, qui avait accusé Bruno Retailleau de sacrifier Boualem-Sansal pour gagner son congrès. Le comité de soutien pointe des propos indignes, d'autant que les députés eurodéputés insoumis se sont positionnés contre sa libération. Non, ils se sont abstenus. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ils se sont presque tous abstenus, d'accord. Il y en a qui ont parce que le texte avait des ambiguïtés par rapport aux accords européens avec l'Algérie, donc il essayait de traiter des questions qui étaient différentes. Et nous n'avons pas cessé tous, les uns et les autres, depuis maintenant des semaines, de dire que Boualem-Sansal doit être libéré. Je vous dis simplement que dans la situation actuelle, c'est-à-dire d'un ressortissant que Alger considère, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais pour eux, il n'y a pas de double nationalité. Donc ils considèrent que c'est un ressortissant algérien. Bien. Dans cette situation-là, c'est-à-dire, plus on en fait et plus quelque part on met des ultimatums, moins on sert la cause de Boualem-Sansal. Voilà ce que je dis. Et de ce point de vue-là, je crois sa libération immédiate. Je crois effectivement, je vais vous dire très sincèrement, je crois évidemment que pour M. Retailleau, c'est un prétexte. J'observe d'ailleurs que... Il n'est pas sincère quand il demande la libération de Boualem-Sansal, Bruno Retailleau ? Je pense que tout ça sont des prétextes pour tendre avec l'Algérie, parce que tout ça s'inscrit dans je l'ai dit, dans une politique dont le fond est une question de racisme vis-à-vis du monde arabo-musulman, qui s'illustre quand, de la même manière, il considère, parce que c'est ça qu'il considère, les Français qui sont d'origine familiale algérienne comme des Français de papier, ou de la même manière qu'il remet en question le droit du sol, il envoie des messages de ce point de vue-là à un électorat supposé qui lui permettrait d'être élu président de la République en 2027. Voilà ce que je crois qu'il est son objectif. Et son objectif principal n'est pas la libération de Boualem-Sansal. Voilà, je vous le dis. Stéphane, il faut libérer. Vous demandez sa libération Bien immédiate. sûr, je le redis. Autre sujet, est-ce qu'on peut revenir sur un temps sur la situation de la Palestine, Gaza? Vous avez le gouvernement israélien qui a lancé un ultimatum en disant il faut libérer tous les otages, expulser le Hamas des territoires palestiniens. Sinon, l'offensive continuera jusqu'à destruction complète de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui peut retenir les Israéliens de mettre ces menaces à exécution aujourd'hui? Franchement, je sais pas. Voilà. Je trouve que cette situation est absolument effroyable. Bon. Et le quasi-silence de la France est terrible, quoi. Je ne sais pas si on se rend compte qu'aujourd'hui, on en est à une situation où le ministre de la Défense israélienne, hier, vient d'expliquer qu'en réalité, d'assumer que la trêve, c'est fini. Elle n'a jamais eu lieu en Cisjordanie, parce qu'ils en ont profité pendant ce temps-là pour bombarder les camps de réfugiés en Cisjordanie. Mais qu'Israël allait recontrôler totalement Gaza pour organiser l'exode, l'exil des Palestiniens, c'est-à-dire une deuxième Nakba. Bien. Comment voulez-vous caractériser ça autrement que le fait d'en finir avec un peuple historique? Vous savez, quand on parle de génocide, les gens disent « Ah, ils parlent de génocide, ils font des comparaisons avec la Shoah, c'est un scandale ». Absolument pas. À minima, on est dans le registre de l'épuration ethnique. Oui, mais on est dans le registre de l'épuration ethnique. Et on est même dans le registre d'en finir. C'est ça, les génocides dans le monde, c'est la caractérisation première de l'ONU. C'est pour ça que la Cour de justice internationale continue à enquêter là-dessus. C'est le fait d'en finir avec un peuple en tant que nation, un peuple historique, un peuple constitué. Bon. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien ce qui est en train. Et le silence, pour ça je vous parlais tout à l'heure de géométrie variable, le silence de la France, de la communauté internationale, sur ce qui se passe, si on compare avec ses réactions par rapport à l'Ukraine ou ses réactions même par rapport aux États-Unis qui menacent des pays voisins, moi, me sidère. Je ne comprends pas. Je ne le comprends qu'une chose, c'est que nous avons là l'extrême droitisation qui sévit dans beaucoup de pays démocratiques. On voit avec M. Trump, et la raison pour laquelle d'ailleurs on manifeste samedi 22 mars à 14h à République, comme dans plein d'endroits de France. Une dernière question, Stéphane. Vous parlez de la manifestation de samedi et de la lutte contre l'extrême droite. L'affiche qui a été produite, sur laquelle le visuel qui a été produit a fait beaucoup parler et a raison. Les explications de Jean-Luc Mélenchon sont un peu curieuses par rapport à ça. Vous l'avez vu face à Francis Letellier dans Dimanche en politique, dimanche dernier, ou à Brest, là, cette semaine. À un moment, c'est si dur de reconnaître que cette affiche était ce que Patrick Kanner, le sénateur Kanner, a qualifié de saloperie. Bien sûr. Donc on peut dire quand même qu'il y a un problème. Donc ce qu'on nous dit, c'est que il ne faut pas reconnaître que cette affiche, parce que ça on l'a fait, est une erreur de communication, ne serait-ce que parce que justement elle permet à l'extrême droite de lancer des manipulations en la comparant à une affiche pourrie, néo-nazie,
pour persécuter les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui vous imaginez bien que c'est évidemment ça que cherchait France Insoumise, c'est normal. Nous sommes antisémites, donc on devait très certainement vouloir comparer ça avec une affiche néo-nazie pour appeler à une manifestation contre le racisme. Donc on nous demande de reconnaître ça. Excusez-moi, ce n'était pas... Je veux dire que... J'ai même des amis à gauche qui disent « mais faites-le, comme ça va passer ». Mais enfin, je veux dire, dans quel monde sommes-nous ? La question de l'antisémitisme vis-à-vis de France Insoumise, comme ça a été le cas vis-à-vis d'autres gauches radicales dans le monde, je pense notamment à M. Corbyn, c'est une histoire maintenant qui date depuis plusieurs années, d'accord ? Là, on va par exemple, bientôt il y aura 7 ans qu'a été tuée Muriel Knoll. Bon, vous savez comme moi que le CRIF à l'époque, c'est ce qui nous a valu d'être exclus d'une manifestation dans un silence absolu, même de certains amis politiques, à part M. Ferrand qui avait réagi. C'était déjà de dire qu'on ne devait pas être dans cette manifestation du fait de notre positionnement par rapport à Israël, par rapport au conflit colonial, et c'était bien avant le 7 octobre. Et depuis, on nous met cette question d'infamie dans laquelle nous serions censés réagir dans le calme, sans aucune erreur de communication. Je dis que quelque part ça suffit. C'était une erreur, une faute, ce visuel. Je vous ai dit, nous avons dit que le fait que l'extrême droite puisse récupérer ça, mettre en côté d'un visuel, ça veut dire qu'il y a eu une erreur, bien évidemment. Mais à aucun moment, et je le dis à nos amis, si ils en viennent même à, j'allais dire, j'ai vu des communiqués de certaines organisations, à entonner derrière ce qui a été une manipulation de l'extrême droite. Vous savez que c'est parti de l'extrême droite, cette comparaison. À penser que France Insoumise pourrait reprendre les codes culturels d'une affiche nazie. Je dis attention, parce que le jour où, à force de nous marginaliser ainsi, si France Insoumise disparaissait demain, je ne crois pas que la lutte contre tous les racismes, y compris contre l'antisémitisme, s'arrangerait dans ce pays. Donc je dis que maintenant, il faut reprendre raison, d'accord ? Il faut se retrouver ensemble le 22 mars à 14h contre tous les racismes. Et je le dis notamment parce que, vous savez, le racisme dominant aujourd'hui de l'État dans ce pays, on le voit bien, c'est notamment par rapport à l'islam. Mais il y a toujours, une fois qu'un racisme triomphe, toutes les victimes de racisme, très généralement, sont les victimes suivantes. Et ça a été prouvé dans l'histoire, notamment avec nos compatriotes d'origine juive. Donc que chacun fasse attention, on est à rempart contre le racisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Ouest France Défense, les Français invités à investir à partir de 500 € dans la défense. Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve lundi. On passe tout de suite au Club des Territoires.